Voici le Nova 01, c'est 130 mètres cubes que nous construisons en ce moment. C'est une petite copie à l'échelle du dirigeable Nova 2. La copie n'est pas seulement extérieure, mais aussi ses caractéristiques techniques, aérodynamiques et énergétiques. Pour cela, nous avons choisi les bonnes hélices. Les hélices étaient étrangères, occidentales. Nous pouvions les acheter en Amérique. Nous les avons achetées en Amérique, envoyées en Chine, puis ici. Elles arrivent probablement pour la dernière fois, tout sera prêt. D'ici la fin mars, nous aurons certainement rempli l'enveloppe, accroché la gondole et nous serons prêts, attendant les hélices. Il y a des hélices de toutes sortes, on peut même voler avec celle-ci. La fin mars, nous l'aurons assemblée quand nous le ferons décoller, je ne peux pas encore le dire, ce sera certainement début avril. Tout le mois d'avril, nous volerons, le testerons. Il y a Bekishev, un spécialiste, qui fabrique actuellement divers aéromodèles et il fabrique aussi des aérostats. Auparavant, il fabriquait plus de matériel aérostatique, mais maintenant, étant donné qu'il s'occupe de cela, il est passé à ses produits. En gros, il a accepté la commande avec joie, il a même fourni son propre tissu qu'il avait. Avec son propre tissu, dans ses installations, avec ses propres employés, il s'est engagé à fabriquer pour nous le corps du dirigeable Nova 01. Nous étions responsables de la conception du corps lui-même, ainsi que de ce à quoi il est composé. Il y a également beaucoup de suspensions, de pattes, de renforts, de ceintures caténaires, de ballonnets, à savoir, entre autres, tout cela. En gros, nous avons développé le département des vues générales et des enveloppes. Nous avons découpé selon la largeur de son matériau et réalisé la découpe, les dessins de découpe. Et maintenant, il a découpé tout le matériau, soudé les pétales. Il soude le dirigeable à partir des pétales. Je rappelle que ces 130 mètres cubes représentent le volume de son corps. Environ 20% sera occupé par le ballonnet dans le dirigeable. Donc, 130 moins 20% représente le volume d'hélium. L'hélium soulève environ 1 mètre cube d'hélium soulève 1 kg. Donc, environ 100 kg de force de levage pour ce dirigeable. Et ensuite, nous commençons à soustraire le poids du dirigeable lui-même. L'enveloppe, les cadres de la nacelle, le poids des moteurs, des batteries, et ainsi de suite. Le document clé pour le dirigeable, selon Vadim Zubkevich, est le rapport de poids. Selon le rapport de poids, ce dirigeable peut assurer une flottabilité neutre avec une charge approximativement entre 20 à 30 kg. Tout dépendra de la façon dont nous l'assemblerons facilement et solidement. Eh bien, nous vérifierons, nous verrons. Oui, cela rappelle une petite copie du Nova 2. Ce n'est certainement probablement pas le drone optimal que l'on pourrait créer avec un tel volume. Mais après avoir effectué tous les tests, nous le créons, je le rappelle, pour tester précisément les caractéristiques dynamiques. Parce que sa forme, son empennage, la poussée des hélices correspondent en général pour observer la dynamique du vol, de l'atterrissage, du décollage. Peut-être même que nous testerons des amarrages automatiques, mais c'est peu probable. Et à l'avenir, il y a des plans pour le transformer en un modèle plus efficace, choisir des groupes hélices-moteurs plus efficaces. En fait, ils sont déjà sélectionnés, nous allons expérimenter. Lors du dernier webinaire, quand j'étais avec Sergei Semyonov et Pavel Filipov, oui, j'ai mentionné que le Tesna IMASH s'est intéressé à nous en tant qu'entreprise, à tous les produits que nous déclarons vouloir produire. Et donc le Tesna IMASH est très intéressé à mener une série d'expériences sur ce dirigeable pour une utilisation commerciale future de ce type. Notamment des petits drones, par exemple, ou avec une capacité de charge augmentée. Pour nous, fabriquer un dirigeable capable de soulever environ de 50 à 100 kg. Et donc la question principale est où et comment nous allons les fabriquer. Il nous est devenu évident, et je pense que c'était déjà clair auparavant, et nous l'avons déjà dit, que nous allons certainement et sans aucun doute ouvrir notre propre et indépendante production d'enveloppes. Nous avions prévu et nous prévoyons toujours de l'ouvrir d'ici cet été. Et d'ici l'été, nous devrions certainement déjà avoir le terrain, le bâtiment et l'équipement en place et prêt à l'emploi. Découpe. Eh bien, d'abord, il y a le contrôle. Quand le tissu arrive, il faut tout vérifier à la lumière. Cela peut se faire avec une caméra, d'algorithme ou par des spécialistes expérimentés. Chaque rouleau est rembobiné, les endroits avec des défauts sont marqués et ces zones ne sont pas utilisées pour la découpe. Ensuite, il y a les tables de découpe, puis divers équipements de soudage et même de test et plus. Les enveloppes doivent être remplies, vérifiées pour l'étanchéité, les fuites et ainsi de suite. Nous devons résoudre cette tâche d'ici l'été.
Voici aussi une des vidéos que je vous ai récemment envoyées, c'est à propos des hangars pneumatiques. Hier, nous y sommes allés, en fait, nous travaillons avec eux pour trouver des hangars depuis longtemps, en fait. Nous examinons les structures métalliques, pneumatiques à cadre et permanentes. Et donc, parmi tous ceux qui sont actuellement sur le marché, nous avons choisi cette entreprise chez qui nous sommes allés hier. Tout nous a vraiment convenu. La vidéo montre de quoi il s'agit. Un hangar grand, spacieux, propre et lumineux. Pas cher, se déploie rapidement. En gros, cela nous convient parfaitement. Nous prévoyons de l'installer initialement comme un grand hangar pour l'assemblage et la construction, précisément pour le modèle Nova 01. Par la suite, y installer un atelier de soudure pour les coques et l'utiliser comme hangar pour le Nova 2 et également comme atelier de soudure pour le Nova 8, par exemple, et il y a actuellement plusieurs propositions. Nous sommes au début du projet, j'ai dit qu'un aérodrome nous invite. Un autre aérodrome nous invite et certains aérodromes ont proposé d'être rachetés. Et en réalité, il s'avère que le marché des aérodromes est très lent, en fait. Personne n'a racheté ces aérodromes et nous recommençons à nous adresser à eux. Et nous sommes en réalité vraiment en fait à une étape cruciale du choix entre la région de Moscou, la région de Vladimir, la région de Tver et la région de Toula en ce moment. Nous comprenons que c'est pour longtemps, c'est pour toujours. Ce sera notre premier dirigeable-drome, votre premier dirigeable-drome, le nôtre en somme, et que nous devrons certainement y aller pendant de très nombreuses années. Cela doit vraiment être pratique, cela doit être beau, cet endroit doit être presque touristique, parce que nos partenaires investisseurs étrangers viendront certainement, sans aucun doute, et les touristes, bien sûr, viendront aussi. Et il doit être pratique pour nous d'y travailler, et l'accès en termes de transport et de logistique doit être bon. Et il ne doit y avoir aucun facteur gênant le décollage et l'atterrissage à proximité, comme par exemple un grand aérodrome ou des bases militaires. En gros, beaucoup, et l'administration de la ville doit être heureuse et nous accueillir. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Tout le monde est très content lorsqu'ils entendent parler de la création d'un nouveau dirigeable moderne. En groupe, nous essayons de trouver l'emplacement qui conviendra à nous tous. Et maintenant, il y a déjà environ 2 favoris très clairs et 2 autres options de réserve. Je pense que dans le mois ou 2 à venir, nous serons déjà fixés et commencerons le processus d'acquisition parce qu'à l'été, ce hangar pneumatique devrait déjà être sur notre terrain. Ainsi, le projet aura ses premiers grands achats, ce dont je nous félicite tous. De plus, d'ici l'été, une ligne technologique complète pour la production d'enveloppes devrait être installée dans ce hangar. Nous sommes actuellement en train de sélectionner activement l'équipement à acheter. Il coûte beaucoup moins cher que l'équipement pour l'usinage des métaux. Bien que les machines-outils, par exemple les fraiseuses à 3 à 5 axes, soient beaucoup moins chères, elles coûtent également de l'argent. Évidemment, il doit y avoir des exigences spéciales en matière de climatisation, de propreté, et le sol doit être tel qu'on puisse y marcher en chaussons, et plein de choses intéressantes. Et nous sommes en train de formuler toutes ces exigences, de former la chaîne technologique, et d'ici l'été, nous devons absolument, et c'est absolument nécessaire, acheter tous les éléments de tout cela. Donc nous sommes actuellement en train de précisément essayer de calculer le budget, la somme totale nécessaire pour pouvoir commencer cet été la production de l'enveloppe du dirigeable Nova 2 sur notre propre terrain, sous notre propre toit. Et pour le dirigeable Nova 2, le processus de conception de la gondole est actuellement en cours. Pour l'instant, le projet préliminaire est actuellement en train de se terminer. Nous devions terminer toutes les procédures. Les procédures ne sont pas encore entièrement terminées. Le pourcentage d'achèvement est d'environ 95%. Et les projets de design, dont je vous ai envoyé un seul, ont été complétés par environ 4 autres types de design. Tous ont été ajoutés parce qu'ils nous plaisaient. Nous avons certainement tiré de bonnes idées de là-bas. Tout a été ajouté au premier design. Et en général, nous montrerons bientôt la version finale qui sera légèrement différente de la première. Elle sera un peu plus grande, l'espace y sera plus spacieux. La vue des pilotes sera légèrement améliorée. Les poutres qui gênaient la vue des passagers seront certainement déplacées. Le moteur sera reculé de manière significative suffisamment loin pour respecter les exigences de silence à l'intérieur de la cabine.
C'est l'une des exigences et obligatoires, au moins la mienne personnellement, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'un dirigeable est quelque chose de léger et silencieux dans notre imagination. Mais il y a un mais, il a une certaine dimensionnalité, et plus le dirigeable est petit, moins il est efficace. Il faut faire des compromis, et faire des compromis avec le bruit n'est absolument pas souhaitable. En gros, oui, le design restera le même, et nous passerons à l'élaboration de la documentation technique, des modèles 3D et à la maquette à grande échelle. Je pense qu'en quelques mois, nous construirons la maquette à grande échelle, nous la validerons à nouveau et nous passerons à la conception et à la production de la nacelle. Alors que nous avions prévu d'acheter des moteurs belges de haute qualité à essence pour le dirigeable Nova 2. Au départ, nous voulions passer par des fournisseurs russes, enfin comme fournisseur là-bas. En gros, la société Sevon développe actuellement un avion léger. Ils veulent certainement installer ce moteur dans leur aéronef et nous voulions en fait nous joindre à leur commande. Mais cela n'a pas fonctionné pour de nombreuses raisons. Premièrement, le prix est en effet assez élevé par rapport à l'original. Deuxièmement, le délai d'attente est très long. Donc nous avons décidé de chercher par nous-mêmes. Il faut aussi le payer et il doit être prêt pour l'été, donc le coût augmente. Un moteur d'aviation n'est pas un plaisir bon marché. Les hélices, comme je l'ai dit, la transmission pivotante, l'anneau, tout cela, nous le développons nous-mêmes, certainement. Tout cela repose sur nous, une multitude d'électronique embarquée que nous développons également nous-mêmes. D'ailleurs, concernant l'électronique embarquée et le système de gestion, nous avons déjà terminé, nous avons écrit ce programme de gestion. Je ne sais pas son nom, on l'appelle programme de gestion. C'est celle que tu peux ouvrir depuis ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur de bureau, voir tous tes appareils sur la carte, vérifier leur statut, vérifier à l'intérieur de chaque appareil les statuts de tous les systèmes et les gérer entièrement en mode automatique. Par exemple, définir une coordonnée et le laisser choisir lui-même comment il va y voler en fonction du vent, de la quantité de carburant ou de charge qu'il a à bord, etc. Il est possible de prendre le contrôle en mode manuel, il y a des caméras vidéo à 360 degrés dessus pour regarder, etc. Nous avons terminé d'écrire ce logiciel, nous l'avons mis en ligne, lancé, tout fonctionne. Aujourd'hui, déjà via ce serveur, je me suis assis et quand il filmait la vidéo, je tournais le manche, le signal partait vers l'ordinateur de bureau, puis vers le serveur. Et toute cette histoire arrivait via la 4G à l'ordinateur de bord. Et il faisait alors tourner soit les servomoteurs, soit les moteurs de direction s'activaient. Bon, la réponse est instantanée, tout fonctionne parfaitement, donc c'est encore une grande victoire, petite pour l'instant, mais déjà vraiment agréable. Et étant donné que tout ce système est fait maison, une partie de notre équipement de bord sera certainement déjà numérique, eh bien, la moitié des instruments, bien sûr, est nécessaire, absolument obligatoire, mais pas pour le drone. Nous avons pratiquement acheté le tissu de l'enveloppe, certainement. Quand il arrivera en Russie, je pourrai souffler et dire que nous avons le tissu. Pour le dirigeable Nova 2, nous avons choisi 2 types de tissus dans le lot. Un plus résistant, 240 grammes par mètre carré, et un plus simple, 160 grammes. En raison des 240, le corps du dirigeable Nova 2 sera soudé et les 160 n'étaient pas à l'intérieur du corps et nous avons pris un peu plus de 160 pour fabriquer encore quelques Nova 01. Dans 1 mois et demi, au maximum 2, nous attendons la livraison de ce tissu. Ensuite, évidemment, le terrain, le hangar et le début de la production de cette enveloppe. Donc en gros, voici où en sont les choses concernant les dirigeables Nova 01 et Nova 02. Concernant le terrain, j'ai déjà mentionné que nous nous rapprochons de l'achat, ou du moins de la décision sur quel terrain sera le nôtre. Quant au prix, vous pouvez les rechercher sur Cyan ou simplement sur Google, acheter un aérodrome et en général, les prix sont clairs. Parfois d'ailleurs, ils diffèrent d'un ordre de grandeur, un 0 à droite est ajouté ou disparaît. Tout dépend de la distance par rapport à Moscou, bien sûr, et de la viabilité de l'aérodrome. Il y a des aérodromes qui sont vendus avec une entreprise déjà en activité, avec le personnel. Par exemple, certains avions sont stockés, des parachutistes sautent et des excursions panoramiques sont organisées. Il y a aussi d'autres branches qui fonctionnent commercialement et tout l'ensemble en activité est vendu. Dans l'ensemble, c'est probablement plus intéressant, mais d'un autre côté, ce n'est pas nécessairement le cas. Le dirigeable Nova 8 est le suivant qui viendra après le Nova 2.
Il sera également de type souple. Nous développons actuellement son concept. Ses dimensions sont claires. Le Nova 8 fait 8000 m3. C'est après le Nova 2 qui fait 2000 m3. Il y a des normes aéronautiques, là jusqu'à 9 personnes, que ce soit dans un avion, un hélicoptère ou un dirigeable. C'est une classe d'aéronefs, puis de 9 à 19, c'est une autre classe, et au-delà de 19, c'est une troisième. Et donc pour 19 personnes, il y aura le Nova 8, que ce soit pour le transport de passagers ou touristique, et de 2 à 3 tonnes sur quelques milliers de kilomètres s'il s'agit d'un drone cargo. Nous développons ses principales configurations. Il aura évidemment déjà un certain degré d'hybridation. Ce n'est pas qu'il ait un moteur à essence, ce sera électrique. Et à l'avenir, ce sera ainsi. L'hybridation est indispensable dans un dirigeable, car il ne repose pas seulement sur l'aérostatique, mais aussi sur l'aérodynamique. Cela résout les problèmes de flottabilité à la compensation de ballast. En général, un petit degré d'hybridation sera déjà présent sur le Nova 8. Une fois le concept approuvé, je le publierai et le montrerai. Je pense qu'au cours de mars-avril, tout sera déjà clair. Vadim Zubkevich veut déjà passer au concept du Nova 35, car il s'ennuie, le Nova 01 a été développé et est en production. Le principal design du Nova 2 a été approuvé. L'aviation de Moscou travaille avec la nacelle en collaboration avec Ruslan. Et les concepteurs créent l'enveloppe. Le département des approvisionnements recherche les composants et passe au Nova 8. Nova 8, concept formé, pas encore approuvé, et il regarde déjà vers le Nova 35. Alors, le lancement du dirigeable aura lieu à Toula? Certainement pas. Il n'y aura pas de lancement à Toula. Nova 01 a 99% de chances d'être lancé à Kirjatch. Je peux aussi vous parler un peu de la stratosphère. Nous avons un projet qui a pris du retard pour le lancement d'un appareil autour du monde. Depuis Kirjatch, je vais faire un reportage presque en direct, car la connexion y est vraiment bonne, c'est pourquoi nous ne la couvrons pas de là-bas. Mais je trouverai quelque chose. Je monterai sur le toit du hangar, capterai le réseau et enverrai sur Telegram. Nous lançons dans la stratosphère en espérant 4 jours de vol. Pendant ce temps-là, elle devrait faire un tour complet et entier dans le vaste vortex stratosphérique polaire et revenir lentement vers nous. Nous la contrôlerons et ferons atterrir l'appareil, récupérerons la charge utile, obtiendrons un nouveau record de Russie, nous croisons les doigts. J'ai commencé à parler un peu de Tsnimash, je peux continuer. Le fait que nous réalisons actuellement en cours ce travail de manière proactive et réfléchie, sachant qu'il y a un certain nombre de clients pour de tels systèmes, mais pour ces systèmes, il faut encore, pour ainsi dire, un grand frère. Et là, nous avons beaucoup de chance avec Tsanimash, qui souhaite jouer le rôle de grand frère dans plusieurs de ses travaux. Ils disent « Allez, dépêche-toi de mener ton expérience ». Nous avons déjà conjointement élaboré avec eux le cahier des charges pour les travaux futurs et le plan de travail pour la formation de la constellation, où ils agiront en tant que développeur principal et superviseur et coordinateur du système lui-même, précisément, une constellation en orbite basse et stratosphérique pour assurer la communication et la surveillance. Et nous, dans ce travail, jouerons le rôle de développeur et de fournisseur du système de levage lui-même, en tant que partenaire. Cela inclut l'enveloppe porteuse et également les enveloppes de ballast, de manière efficace, mais sans la charge utile. Ils ont déjà choisi la charge utile, en ont discuté, nous avons rencontré les gars. En général, les calendriers ont été convenus, les poids ont été convenus, les fluctuations nécessaires en termes d'altitude et autres ont été convenues. Leur charge utile est éventuellement levable. Notre système convient qu'aux différentes fluctuations dans les atmosphères. En gros, nous croisons aussi quelques doigts où cet été, d'ici août, ce serait bien si peut-être enfin quelque chose décollait déjà dans ce travail conjoint, certainement. Donc, nous planifions les travaux conjoints avec eux en collaboration étroite jusqu'à la fin de cette année. Il y a une série de lancements, d'abord avec des charges factices, puis ensuite avec la charge utile, et ce travail est certainement marqué comme expérimental. Si l'expérimentation réussit, tout ira ensuite à un rythme qui sera certainement différent. En résumé, Aeronova a déjà reçu sa toute première commande opérationnelle. De plus, concernant la stratosphère, j'ai promis à nos investisseurs et partenaires étrangers que nous lancerons depuis l'Afrique. Et voici Dmitri Sergeyevitch Khmel qui rêve de lancer une série d'appareils
dans le courant équatorial pour affiner la construction des modèles mathématiques. En général, la zone équatoriale est également très intéressante, peut-être même beaucoup plus que le vortex polaire nord. Parce que le vortex polaire nord disparaît, il se déplace vers le pôle sud et il n'est pas présent au nord, puis il revient ainsi. Il est ici 6 mois, là-bas 6 mois, alors que l'équatorial ne disparaît nulle part, il est plus stable et la densité de population sur notre planète se trouve le long de l'équateur, donc pour des fins commerciales, c'est une histoire tout à fait intéressante. Donc cet été, nous aimerions certainement lancer de là aussi. Nous verrons, il y a beaucoup de plans ambitieux pour cet été. Si tout se passe bien, nous serons fiers de nous. De quelle couleur sera l'enveloppe? Que sera-t-il écrit sur le bord? L'enveloppe du dirigeable Nova 01 sera blanche. Naturellement, il sera écrit Aeronova sur le bord. Pour tous les dirigeables suivants, les spécialistes des dirigeables recommandent de la faire blanche. Parce que la couleur blanche n'est pas choisie simplement parce qu'elle est blanche, mais parce qu'un certain oxyde dans la composition protège le tissu de la dégradation par les ultraviolets. Mais personne ne nous arrêtera si nous voulons le décorer d'une manière ou d'une autre. Les designers industriels travaillent actuellement, dessinant des croquis intéressants. Bon, les prochains dirigeables seront très beaux, multicolores, mais pas criards. En gros, vous verrez, je vais probablement bientôt commencer à partager le design du projet. Vous pouvez dessiner les vôtres. En fait, décorer un dirigeable est une tâche intéressante. Si vous avez des talents d'artiste, de designer, ou si vous êtes un artiste ou designer professionnel, dessinez des dirigeables, proposez vos idées. Nous avons décidé du système de propulsion pour le modèle de 2 tonnes. Oui, nous avons décidé. Les factures pour le paiement de ces moteurs nous ont été envoyées. Nous allons prendre 2 moteurs et un kit de réparation. Ils attendent le paiement, mais nous n'avons pas encore payé. Nous examinons le terrain. Je pense qu'il faut choisir le terrain en fonction des paramètres climatiques, altitude par rapport au niveau de la mer, vent, densité de l'air, pour qu'il y ait moins d'avions et d'autres appareils volants au-dessus, champs magnétiques, étoiles, etc. Ouais, c'est ainsi que nous procédons. On peut consulter la carte des vents, où des zones sont indiquées avec, en moyenne, moins de vent au cours de l'année, et d'autres avec plus de vent. Même en consultant ces cartes à notre disposition, nous n'avons pas vraiment le choix, en réalité. Nous examinons les aérodromes qui sont opérationnels, 500 kg et le vaisseau amiral 10 tonnes. Il semble que les plans ont changé. En réalité, nos plans ont changé depuis les toutes premières conférences, c'est-à-dire que maintenant nous prévoyons 17 mètres à la fin de l'année 500 kg, puis d'autres. Ensuite, Nova 8 avec une capacité de charge d'environ 2 à 3 tonnes, puis Nova 35. C'est un exemplaire de modèle d'environ 10 tonnes dans le pire des cas. Et si on parle de 15 tonnes par exemple, ce serait bien de le transporter sur des milliers et des milliers de kilomètres déjà. Et en général, c'est ainsi que les projets seront construits. C'est Nova 1, Nova 2, Nova 8 et Nova plus ou moins 35. Voilà, 3 types et demi de dirigeables. Chacun aura plusieurs modifications. Il y aura des modèles passagers, des modèles mixtes passagers et fret, et des modèles sans pilote. Mais ce sont précisément les types de dirigeables. Les 2 premiers et demi seront de type souple, tandis que Nova 35 sera de type rigide. Il intégrera déjà toutes les avancées précédentes, avec des systèmes sans pilote et des solutions éprouvées pour le stationnement, l'amarrage, le décollage et l'atterrissage. Et en ce qui concerne l'hybridation dans 2 directions, ainsi que le système de propulsion, la capacité de charge statique, plus la dynamique et la coque rigide. Et ce sera précisément cet appareil phare qui intégrera exactement toutes les différentes solutions possibles. Et c'est lui qui sera ensuite agrandi. D'abord 10 tonnes, puis 60, 100 et plus. Et cela ne sera probablement plus dans le cadre d'un projet participatif. L'entreprise sera alors capable de le développer de manière autonome. Il est indiqué que des bénéfices sont prévus. Pouvez-vous expliquer exactement quand les dividendes seront versés? Ensuite, les calculs du coût par part, par action. Il vaut mieux poser cette question à Pavel Filipov. Le bénéfice qui était prévu pour l'année, nous l'avions calculé auparavant sur les ventes. Oui, des dirigeables, c'est le calcul le plus ascétique. Et ici, il y avait auparavant des informations selon lesquelles l'entreprise pourrait gagner de l'argent en vendant des dirigeables. Tout cela est globalement calculé, oui. Ce calcul était basé sur la vente de dirigeables de 10 tonnes en une certaine quantité, de 12 à un peu plus de 20 par an. En plus, parallèlement, on peut vendre des dirigeables de 8 tonnes et de 2 tonnes, et ce chiffre a été calculé, mais ici même dans les questions et plus loin viennent les réponses.
Comme l'a dit Alexandre Nikolaïevitch Kirillin, pour chaque rouble investi, vous obtenez 10 roubles des recherches, 100 roubles de la production et 1000 roubles de l'exploitation. Évidemment, exploiter des dirigeables est l'un des créneaux les plus rentables et Aeronova ne s'en détournera pas, évidemment. Parce que même pour vendre un dirigeable, il faut le vendre avec une certaine expérience d'exploitation. Et même pour acquérir cette expérience, nous devrons les utiliser et les exploiter, bien sûr. Et en général, c'est une nécessité pour le business. Ainsi, le calcul des bénéfices, tout comme le plan d'affaires, a été initialement esquissé à grands traits et était en effet extrêmement pessimiste. Nous pourrons probablement, dans un avenir proche, faire des calculs plus ou moins réalistes cette année, mais je ne peux pas dire exactement quand, dans un webinaire, crowdfunding court. Oui, il en a été suggéré. Moi, c'était lors du dernier webinaire avec Sergei Semyonov et Pavel Filipov. Beaucoup ont certainement compris qu'il y a de très grands investisseurs intéressés qui pourraient financer très rapidement le projet pour qu'il ne s'éternise pas. Et c'est pourquoi, en effet, Sergei a dit que l'entreprise est prévue pour être internationale. Ce n'est pas pour cela que Sergei a dit que l'entreprise est internationale. Elle l'est déjà. Oui, Sergei réfléchissait davantage et parlait du fait que c'est précisément la société mère, la société racine, qui en fait appartiendra aux investisseurs et qui est actuellement en cours d'examen pour déterminer où elle devrait être située. Parce que pour la coter en bourse, la question est de savoir sur quelle bourse, à Moscou ou ailleurs. Ici, la question se pose également. Si elle est publique, il est probablement préférable que ce soit en Amérique. C'est évident, c'est évident. Que parlait Sergei. Et à propos du grand investisseur, oui, il y a un certain nombre de propositions de grands et influents investisseurs, certainement nombreuses, et nous examinons ces propositions. Nous regardons précisément le schéma d'interaction. Comment faire tout cela? Il y a déjà des montants, importants, mais il est peu probable que cela accélère considérablement le financement du projet pour le moment. Ils ne sont pas si importants, mais très significatifs. Et il y a plusieurs personnes. Probablement, si chez Solar Group, nous divisons les étapes en fonction des montants collectés, nous sauterons certainement 5 étapes.